Au cœur de la liberté, vidéo numérotée 14. Bonjour. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'une des devises les plus connues au monde, mais sous un angle, disons, radicalement différent. On va explorer ensemble une réinterprétation assez critique de ses fondements. Voilà, la devise, on la connaît tous, hein. Liberté, égalité, fraternité. Elle est gravée sur les mairies, elle incarne la République française et ses valeurs. C'est un repère presque universel. Mais que se passe-t-il si on la regarde de plus près, avec une toute autre grille de lecture ? Alors accrochez-vous, l'argument central de la source qu'on explore aujourd'hui est pour le moins provocateur. Il suggère que cette devise, si respectée, pourrait en fait être à l'opposé des fondements même d'une société libre. Rien que ça. On va donc décortiquer chaque terme, un par un. On commence par la liberté, puis l'égalité, et on finira avec la fraternité. Et à la fin, on découvrira l'alternative assez surprenante que propose cette perspective philosophique. Mais avant toute chose, il faut qu'on soit au clair sur un mot essentiel. Civilisation. Quand la source utilise ce mot, elle ne parle pas de fusée ou de smartphone. Non. Pour elle, la civilisation, c'est une société qui respecte avant tout le droit naturel et, surtout, la souveraineté de l'individu. C'est vraiment la base de toute l'analyse qui va suivre. Allez, on attaque le premier terme, la liberté. Comment est-ce qu'on la conçoit dans cette devise ? Eh bien, la source met face à face deux visions qui s'affrontent. D'un côté, la liberté accordée par l'État, et de l'autre, la liberté de l'individu. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, on a la liberté politique, celle du droit de vote, qui est vue ici comme une sorte de permission d'imposer sa volonté à tous les autres. Et de l'autre côté, la liberté authentique, ce serait le droit de veto, c'est-à-dire le pouvoir de dire non à une décision collective et de ne pas y être soumis. Cette petite phrase, elle résume tout. La liberté, finalement, ce ne serait pas de participer au pouvoir qu'on exerce sur les autres, mais bien de pouvoir refuser que ce pouvoir s'exerce sur soi. Ça renverse complètement la perspective habituelle. Passons maintenant au deuxième mot, égalité. A priori, c'est un idéal qui met tout le monde d'accord. Mais la source nous invite à nous demander si l'égalité, sous toutes ses formes, est vraiment un objectif souhaitable pour une société dite civilisée. Le point de départ est assez direct. Les êtres humains sont par nature inégaux. On a tous des goûts, des valeurs, des compétences différentes. Et loin d'être un problème, cette diversité serait même essentielle. L'échange économique, par exemple, n'existe que parce qu'on a des choses inégales à s'offrir les uns les autres. En fait, le mot égalité est super ambigu. On parle de quoi au juste ? D'égalité matérielle, d'égalité des chances, ou, comme on l'entend souvent, d'égalité devant la loi. La source soutient que même ce dernier concept est discutable dans une société où le droit ne viendrait pas d'en haut, d'une autorité centrale. Dans cette vision, le droit émergerait différemment. Plutôt que d'être une règle uniforme pour tous, il naîtrait de millions de contrats passés volontairement entre les individus. Et comme chaque contrat est unique, eh bien le droit qui s'applique à chacun serait, par nature, inégal, parce qu'il serait adapté à chaque situation spécifique. On arrive au dernier terme, la fraternité. C'est un sentiment noble, bien sûr, mais qu'est-ce qui se passe quand ça devient une politique publique ? Ici, on l'oppose au concept de concurrence, qui serait lui le véritable moteur de l'ordre social. Le problème, selon cette analyse, c'est que dès que la fraternité devient un objectif politique, elle perd son caractère volontaire. Elle se transforme en une obligation, une contrainte, organisée par l'État, bien souvent via l'impôt. Et ce point est absolument central. Être forcé de donner de l'argent par l'impôt n'aurait pas de valeur morale. La morale, elle, résiderait dans le choix, dans l'acte volontaire d'aider quelqu'un. L'entraide imposée, du coup, perdrait toute sa dimension éthique. Et chose intéressante, loin d'être l'ennemi de l'entraide, la concurrence pourrait en fait la rendre meilleure. Imaginez, s'il y a plusieurs associations caritatives, elles sont obligées d'être en compétition pour attirer les dons. Du coup, elles sont poussées à être plus efficaces, plus transparentes, pour prouver aux donateurs qu'elles méritent leur soutien. Bon, alors après avoir déconstruit chaque terme, quelle est l'alternative proposée ? L'idée, c'est de synthétiser toutes ces critiques pour formuler une nouvelle devise. Une devise qui collerait au principe d'une société basée sur la liberté individuelle. La voici. À la place de liberté, égalité, fraternité, la source propose liberté, inégalité, concurrence. La liberté, vue comme le droit de veto, l'inégalité, comme la reconnaissance de la diversité humaine, et la concurrence, comme le mécanisme qui permet à un ordre social bénéfique d'émerger. Mais comment est-ce que ces trois principes pourraient bien fonctionner ensemble ? C'est là qu'intervient le concept des harmonies économiques de Frédéric Bastiat. Il explique comment la liberté, l'inégalité et la concurrence peuvent mener à un ordre social spontané. En gros, les actions de millions d'individus, chacun poursuivant son propre intérêt, finissent par s'ajuster et créer une harmonie, sans qu'il y ait besoin d'un chef d'orchestre. Cette analyse nous laisse donc face à deux visions du monde qui s'opposent. D'un côté, une devise qui, selon cette lecture, valoriserait la contrainte collective, et de l'autre, une alternative qui mettrait en avant la souveraineté de l'individu.
La question qui reste en suspens est donc quelles sont les conséquences réelles de choisir l'une ou l'autre de ces voies. C'est sur cette interrogation qu'on va se quitter.